Le film s'ouvre lors d'une nuit orageuse en mer. Un corps flotte parmi les vagues, sous le pont d'un bateau de pêche voisin. Sur le pont, une partie de carte animée est en cours. Sans se douter de rien, l'un des pêcheurs jette négligemment ses déchets par-dessus bord. C'est alors que le corps flottant est révélé. En voyant le corps au large, 5 pêcheurs hissent à bord un homme apparemment sans vie. Ils pensent d'abord qu'il est mort, et le transportent rapidement sous le pont, l'allongeant sur leur table de cartes improvisée, tout en appelant leur médecin de bord. Lorsque le docteur examine le corps de plus près, il découvre de nombreuses blessures par balle. N'utilisant qu'un simple couteau, il entreprend la tâche périlleuse de retirer les balles. En examinant davantage, il découvre une cicatrice inhabituelle sur la hanche de l'homme. Intrigué, il l'incise et révèle un minuscule objet métallique. Le docteur réalise que cet objet projette un numéro de compte bancaire à Zurich. Pris de court, le patient, désormais réveillé, attrape le docteur à la gorge et exige une explication. Tentant de calmer la situation, le docteur se présente comme Giancarlo, rassurant l'homme en lui disant qu'il est en sécurité et en bonne compagnie. Le docteur interroge ensuite l'homme au sujet de l'étrange objet métallique extrait de sa hanche. Mais l'homme n'a aucune idée de ce que c'est, pas plus qu'il ne connaît son propre nom. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, au quartier général de la CIA à l'anglais, Conklin, le chef des opérations clandestines, reçoit des nouvelles inquiétantes concernant une tentative d'assassinat ratée. La cible n'est autre que Rombosi, un dictateur africain exilé. De retour sur le bateau de pêche, l'homme mystérieux ne reste pas inactif. Malgré son passé flou et sa mémoire perdue, il se remet au travail, aidant les pêcheurs. Pendant sa convalescence, il est désespéré à l'idée de découvrir son identité et de se souvenir des événements qui l'ont conduit à se retrouver dans l'eau. Le médecin du bateau reste optimiste, pensant que le temps lui rendra ses souvenirs. Cependant, cette absence de réponse perturbe profondément l'inconnu, le rendant agité. Il démontre de nombreuses compétences et capacités, mais la question qu'il cherche le plus à résoudre continue de lui échapper. Qui est-il et comment est-il arrivé là? À l'aube, le bateau de pêche accoste dans un port suisse. Par gentillesse, le docteur remet de l'argent à l'inconnu et lui souhaite bonne chance pour son voyage incertain. Armé de souvenirs fragmentaires, de peu d'argent et d'un pointeur laser comme seul indice de son passé, il traverse le pays en train. Son voyage le mène à la ville animée de Zurich. Il est contraint de passer la nuit dans un parc public. C'est là que 2 policiers l'interpellent, lui demandant ses papiers. Il tente d'expliquer sa situation, mais ses paroles tombent dans l'oreille d'un sourd. Soudainement, comme si un interrupteur invisible avait été activé, l'inconnu passe à l'action, neutralisant sans effort les 2 policiers. Choqué et en état d'alerte maximale, il ne perd pas une seconde et s'enfuit en courant. Dans une autre partie du monde, les plus hauts responsables de l'armée et de la CIA se réunissent pour discuter des conséquences de la tentative d'assassinat ratée. Sur un écran voisin, Rombosi, le dictateur africain exilé, exprime publiquement ses griefs. Il accuse le gouvernement américain d'avoir menacé sa famille et promet des représailles. Il affirme avoir survécu à une tentative d'assassinat, ce que les personnes présentes dans la salle considèrent comme une mise en scène. Après la réunion, l'intrigue s'épaissit lorsque le directeur adjoint de la CIA, Abbott, prend Conklin à part et l'interroge sur une éventuelle implication dans cette mission ratée. Conklin, à la tête du programme clandestin Treadstone, admet avoir perdu un assassin pendant l'opération. La colère d'Abbott est palpable. Conklin, qui n'avait jamais commis d'erreur auparavant, les a tous mis dans une situation critique, et la tension est extrême. Pendant ce temps, l'étranger mystérieux se rend à la banque, dont le numéro a été projeté par le pointeur laser. Là-bas, il accède au coffre de sécurité, associé au numéro de compte. Une fois seul avec le coffre, sa curiosité prend le dessus. Frénétiquement, il l'ouvre de force et découvre un passeport. Le passeport porte sa photo, ainsi que le nom Jason Bourne. Son intrigue s'approfondit lorsqu'il découvre un double fond dans le coffre. En dessous, il trouve un trésor inattendu, des liasses d'argent, plusieurs armes et une série de passeports, portant différents noms, mais tous avec sa photo. Il découvre une autre identité, John Michael Caine. Face à cette multitude d'identités déroutantes, il prend une décision rapide. Il rassemble tout le contenu du coffre dans son sac, mais choisit consciemment de laisser les armes derrière lui. Alors que Jason quitte la banque, le regard du directeur le suit avec suspicion, avant qu'il ne compose immédiatement un numéro. Une fois dans la rue, la détermination de Jason se renforce. Il est résolu à découvrir son passé. Le regard insistant d'un policier attire son attention. Il remarque également davantage d'agents autour de lui, et des voitures de police circulant à vive allure. Un sentiment de danger lui hérisse les sens, le poussant à accélérer le pas, tout en tentant de se fondre dans la foule. Malgré ses efforts, il remarque que des policiers le suivent. Réfléchissant rapidement, il se réfugie dans le consulat américain, espérant leur échapper. Cependant, la sécurité du consulat est de courte durée. Le chef de la sécurité le reconnaît et tente de l'interpeller. Jason feint la reddition, mais avec des réflexes fulgurants, il neutralise les gardes alentour et s'empare d'une arme. L'adrénaline monte. Il s'élance en courant, neutralise un autre garde et lui vole son talkie-walkie pour garder une longueur d'avance. Pendant ce temps, des militaires armés envahissent le bâtiment, inspectant chaque recoin à la recherche de Jason. Toujours en mouvement, il se dirige rapidement vers une sortie de secours. Il parvient à sortir en utilisant l'escalier de secours.
pour grimper le long du bâtiment et atteindre le toit. Cependant, dans la précipitation, il laisse tomber son sac. Son sac, sa bouée de sauvetage, se trouve désormais plusieurs étages plus bas. Imperturbable, Jason descend habilement le long de l'escalier de secours délabré, évitant de justesse les gardes. Avec une détermination calme, il longe le bâtiment, atteint le sol, récupère son sac et disparaît rapidement. Dans les rues bondées, son chemin croise celui d'une jeune femme, qu'il avait remarqué plus tôt dans le consulat, se plaignant de ses difficultés financières. Saisissant l'occasion, il lui propose la somme de 10 000 $ pour le conduire à Paris. Elle rejette d'abord l'offre, pensant à une mauvaise plaisanterie. Mais lorsqu'il double la somme à 20 000 $, elle ne peut s'empêcher d'accepter. Au quartier général de la CIA, l'atmosphère est lourde. Lorsque Conklin reçoit de nouvelles informations concernant le retrait d'argent effectué à la banque, avec une urgence renouvelée, il mobilise son équipe pour traquer Jason, fouillant les bases de données, les dossiers et les images de caméras de surveillance. Dans toute la ville, parmi une multitude d'images, une photo de sécurité floue retient leur attention. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour pousser Conklin à agir. Il donne le feu vert à ses agents des opérations noires, Castel, Manem et le professeur, leur ordonnant de ramener Jason Bourne, mort ou vif, avant la tombée de la nuit. La chasse à l'homme est désormais officiellement lancée. De l'autre côté de ce jeu du chat et de la souris, Jason et Marie se dirigent vers Paris. Au fil des kilomètres, Marie brise le silence, en racontant des anecdotes de sa vie. Jason l'encourage à continuer de parler, avouant que cela fait longtemps qu'il n'a pas eu une conversation de ce genre. Marie, intriguée par ce passager énigmatique, qui a payé 20 000 $ pour un trajet, est stupéfaite lorsque Jason révèle sa situation. Il ne se souvient absolument de rien. De son passé. De retour à l'anglais, Conklin et son équipe ont de la chance. Ils trouvent une vidéo montrant Jason en interaction avec Marie. Ils consultent alors les dossiers de Marie, retracent sa localisation et diffusent leur visage sur des avis de recherche. L'étau autour de Jason et Marie se resserre. Pendant ce temps, les deux voyageurs font une pause. Sur une aire de repos, Jason décide de se confier entièrement au sujet de ses récentes expériences étranges. Il lutte avec les réalités déroutantes de son passé, perplexe face au contenu de son coffre et au numéro de compte incrusté dans sa hanche. Marie, jouant le rôle de confidente, le rassure, lui affirmant qu'ils trouveront bientôt des réponses. Ils reprennent la route. Et Jason finit par céder à l'épuisement, profitant de quelques heures de sommeil bien méritées. Le lendemain matin, ils arrivent à l'adresse indiquée. Sur le passeport de Jason, ils se garent à distance. L'idée de se séparer pèse lourdement sur eux, ayant pris l'habitude de la compagnie de l'un et de l'autre. Marie décide alors de rester. En s'approchant de l'immeuble, Jason est accueilli par une femme qui le reconnaît et lui souhaite la bienvenue chez lui. Ils reçoivent les clés de son appartement, mais celui-ci est étrangement vide, à l'exception de quelques objets épars. Pendant que Marie s'absente un instant, Jason appelle un hôtel pour se renseigner sur les noms figurant sur ses passeports. Il apprend qu'un certain John Michael Caine a séjourné dans cet hôtel, mais qu'il est tragiquement mort dans un accident de voiture 2 semaines plus tôt. Soudainement, l'essence de Jason s'aiguise. Il ressent un danger imminent. Il saisit un couteau et commence à fouiller minutieusement l'appartement. Le calme est brutalement rompu lorsque Castel surgit à travers une fenêtre, attaquant Jason. Jason réagit instantanément, luttant avec l'intrus. Castel, armé d'un couteau, se jette sur Jason, mais Jason esquive avec précision. Il s'empare d'un stylo, le transforme en arme improvisée et neutralise Castel avec une précision mortelle. Le combat se termine lorsque Castel est projeté dans le vide. Jason interroge rapidement l'agent blessé, exigeant de savoir qui l'a envoyé. Pendant ce temps, Marie fouille le sac de Castel et découvre des photos d'elle et de Jason. La panique s'empare d'elle. Profitant de cette distraction, Castel se jette par-dessus la rambarde. Marie est sous le choc. Jason descend précipitamment pour lui venir en aide, mais découvre la femme qu'il avait accueillie chez lui, morte, tuée par balle. De retour à l'anglais, Conklin reçoit un appel de sa technicienne logistique, Nikki. Il apprend l'échec de la mission et la mort de son agent, Castel. Dans une succession rapide d'événements, Jason et Marie se retrouvent dans une gare, réalisant à quel point la vie de Jason est dangereuse. Jason insiste pour que Marie se rende à la police et se livre, ne voulant pas qu'elle soit mêlée à son monde dangereux. Mais Marie est déjà trop impliquée, et il n'y a plus de retour en arrière possible. Alors que la police commence à converger vers leur position, Jason offre une dernière chance à Marie de s'en aller. Elle choisit de rester à ses côtés. À la dernière seconde, Jason démarre et s'enfuit. Il conduit de manière extrêmement imprudente, tandis que la police se lance à leur poursuite. Ils sont presque coincés, mais Jason effectue un virage audacieux dans une ruelle étroite, se débarrassant des véhicules de police les plus imposants, ne laissant derrière eux que des motos sur leurs traces. Il fait preuve de talent de conduite exceptionnel, éliminant les poursuivants un par un. Un accident brutal survient, mais ils parviennent à trouver refuge dans un parking souterrain, à l'abri de la poursuite acharnée. Pour le moment, ils ont réussi à échapper à l'emprise de la loi qui se resserrait. Pendant ce temps, Conklin élabore un plan désespéré. Il fait déposer un corps à la morgue pour le faire passer pour John Michael Caine, dans le but de calmer Wombozi. Cependant, Wombozi n'est pas dupe et voit clair dans cette supercherie. Sous la pression croissante des médias, Conklin confie la mission de s'occuper de Wombozi au professeur, son agent le plus expérimenté. Pendant ce temps, Jason et Marie se font discrets. Jason se teint les cheveux et coupe ceux de Marie, tentant de modifier leur apparence. Au réveil, le lendemain matin, Marie trouve Jason éveillé, l'attendant
Son plan est de se rendre à l'hôtel, où son alter ego John avait séjourné. Mais le danger est proche. Wombozi, désormais conscient de l'implication de la CIA, s'apprête à les exposer. Alors que Wombozi et son garde du corps se déplacent, le professeur tire avec précision, tuant Wombozi, avant qu'il ne puisse révéler les secrets de la CIA. Profitant de son statut d'homme officiellement mort, Jason envoie Marie à l'hôtel. En tant qu'intermédiaire, la guidant dans ses gestes et ses objectifs. Son charme et sa sympathie font merveille, et elle obtient facilement les registres dont ils ont besoin. De retour à l'anglais, une confrontation éclate, lorsqu'Abbott exige des réponses de la part de Conklin concernant l'assassinat de Wombozi. Conklin, fidèle à lui-même, ment et rejette la responsabilité sur Jason, affirmant qu'il s'est senti obligé de terminer sa mission inachevée. Pendant ce temps, alors que Jason rassemble davantage d'informations, la police retrouve leur voiture abandonnée dans le garage. Nikki, à la CIA, intercepte cet appel. Dans la traque de Jason et Marie, ils découvrent alors que le corps de Kane a récemment été déposé à la morgue. À leur arrivée, ils soudoient le médecin légiste pour découvrir que le corps a déjà été emporté. Après une confrontation brutale avec le personnel de la morgue, Jason vole le registre des visites et découvre la récente visite de Wombozi. En apprenant l'assassinat de Wombozi et en lisant les détails de la tentative ratée sur son yacht, Jason parvient à une réalisation terrifiante. L'assaillant a été touché 2 fois dans le dos pendant la fuite. Il assemble les pièces du puzzle. Il était l'assassin. En tentant de retourner à l'hôtel, Jason et Marie réalisent rapidement que la police se rapproche dangereusement. Ils abandonnent leur taxi et s'échappent par une ruelle arrière. Marie conduit Jason jusqu'à la maison de campagne de son ami Eamon, où il vit avec ses enfants. Ils y trouvent refuge pour la nuit. De retour à l'anglais, Conklin ressent une pression croissante de la part d'Abbott. Il répond en intensifiant les efforts pour localiser Jason, ordonnant à ses agents de tout faire pour les retrouver. Après plusieurs heures de recherches intenses, l'équipe parvient à localiser Marie. Sans hésiter, Conklin envoie le professeur pour les éliminer à l'aube. Au petit matin, alors que Jason et Marie se préparent à partir, le chien de la famille disparaît. Sentant le danger, Jason insiste pour que tout le monde se rende immédiatement à la cave. Eamon, d'abord surpris et contrarié, se laisse convaincre par le sérieux du regard de Jason. Il rassemble ses enfants et descend avec eux au sous-sol. La ligne téléphonique de la maison a été coupée, ce qui provoque la panique chez Marie. Jason la rassure, lui promettant qu'il les protégera. Jason agit rapidement. Il tire sur un réservoir de fioul, provoquant une explosion qui sert de diversion. Il s'élance ensuite dans les bois environnants. Posté en position de sniper, le professeur repère Jason et tente de l'abattre. Malgré plusieurs tirs, il échoue à le toucher et comprend qu'il est désormais la cible. Le professeur tente de se repositionner dans un champ ouvert. Jason crée une nouvelle diversion, profitant de l'occasion pour se rapprocher de lui. Il tire sur le professeur, lui infligeant une blessure mortelle. Avant de mourir, le professeur révèle qu'ils travaillent tous deux pour Treadstone. Jason envoie Marie, Eamon et les enfants loin de la maison pour leur sécurité. Il décide d'affronter la situation. En face, il fouille le sac du professeur et y trouve un téléphone portable. Il compose le dernier numéro appelé et tombe sur Conklin et son équipe. Au lieu d'entendre la voix du professeur, ils sont stupéfaits d'entendre Jason à l'autre bout du fil. Jason exige une rencontre en tête-à-tête avec Conklin à Paris. Il arrive sur le lieu du rendez-vous et scrute les environs, repérant plusieurs agents. Il décide alors d'annuler la rencontre, mais pas avant d'avoir placé un traceur sur le van d'un agent. Ce traceur le conduit jusqu'à la planque de Treadstone à Paris. En comprenant que Jason a localisé leur refuge, Conklin ordonne le déménagement immédiat. Il demande à ses agents, y compris Nikki, de détruire tous les documents et de broyer chaque dossier lié à leurs opérations. Alors qu'ils s'apprêtent à quitter les lieux et que les agents montent la garde, toutes les alarmes de voitures du quartier se déclenchent simultanément. À l'intérieur, Conklin et Nikki réalisent que leurs lignes de communication sont coupées, puis l'électricité s'éteint. Conklin saisit son arme et sort pour chercher Jason. Mais l'assassin a guéri, lui tend une embuscade et le désarme rapidement. Jason confronte Conklin, voulant comprendre pourquoi ils veulent sa mort. Conklin révèle qu'ils étaient taillés jusqu'à ce que la mission Wombozi tourne mal. Jason, considéré comme le meilleur dans son domaine, était censé exécuter la mission sans la moindre erreur. Mais quelque chose a mal tourné, faisant échouer l'opération. Sous la pression de Conklin, les souvenirs reviennent. Jason se rappelle la tentative ratée d'assassinat de Wombozi. Sous les ordres de Treadstone, il avait infiltré le yacht de Wombozi sous l'identité de John Michael Kane et s'était approché suffisamment près pour frapper. Mais en voyant les enfants de Wombozi, il n'a pas pu se résoudre à le tuer, ce qui a provoqué sa fuite. Jason annonce sa démission de Treadstone et avertit Conklin de ne plus jamais le poursuivre. Il assomme Conklin et tente de quitter les lieux, mais il est attaqué par les hommes de Conklin et doit se battre pour s'en sortir. Il parvient à les neutraliser et s'échappe de la planque compromise. Après la fuite de Jason, Conklin sort à son tour de la planque, mais est confronté à Manem, qui l'exécute sur ordre d'Abbott. Avec Conklin éliminé, Abbott met fin au programme Treadstone. Plus tard, Abbott fait un rapport devant un comité de surveillance, les assurant que Treadstone n'est plus opérationnel. La conversation se tourne ensuite vers la discussion d'un nouveau projet portant le nom de Code Blackbriar. Quelque temps plus tard,
Jason retrouve Marie. En se voyant sain et sauf, ils partagent une réunion émouvante.